avant-hier qui parlait avec notre frère Footing en nous racontant que les Bamileke étaient en train de faire des affaires pendant que les Bamileke luttaient, pendant que les Bassa luttaient pour l'indépendance. Aïe, Seigneur. Est-ce que Félix Moumier n'est pas Bamileke par hasard, puisque Jean Lamberton le désigne comme un Bamileke, pas comme un Bamoun? Est-ce que Ernest Wangé, le dernier dinosaure de l'UPC, c'est quand même Ernest Wangé un Bamileke? À quel moment les Bamileke, ils sont allés boire le pétrus pendant que les Bassa menaient la guerre? C'est pas vrai. Mais tout ça, c'est un construit monté pour ainsi comment on dit, pour installer la haine tribale et fabriquer la détestation entre les tribus. C'est ça qui est inacceptable parce que les métastases sont encore visibles aujourd'hui et nous combattons cela. Nous allons faire autant de conférences que possible pour combattre cela, le tribalisme, les misérables tribalistes comme la chèvre et que la chic que j'ai mis ici en fond d'écran, c'est-à-dire dans l'état de droit que nous voulons pour demain et pour nos enfants. Leur place, elle est en prison. C'est-à-dire, c'est le type de prison, n'espère même pas que tu vas ressortir. Il ne faut jamais remettre en liberté quelqu'un sous prétexte qu'il a changé de comportement, c'est fini, c'était juste des paroles. Jamais, ne faites pas ça. Récemment, il y a quoi, 5, 6 mois, votre frère Amer Kamer, nous étions sur une plateforme de conversation où je vous précisais que si vous pensez que lui, il a changé, vous rêvez de beau. J'ai appris ces derniers temps que il a repris sa cape naturelle. Est-ce que vous êtes donc surpris? J'espère que vous allez y retrouver mes propos. Je vous disais, laissez tomber, ne rêvez pas. Il n'a pas changé. Donc ne libérez jamais une fripouille qui vous dit que j'ai changé. Non, on reconnaît ceux qui ont changé à leurs actes. Jamais ils ne vous disent qu'ils ont changé. C'est vous qui constatez qu'ils ont changé. Quelqu'un qui vous dit j'ai changé, je me suis repenti, je me suis laissé. Il n'en est rien. Il est même pire que quand il était ce qu'il était avant. Donc ne tombez pas dans ce piège, ne vous laissez pas avoir. Ah, vraiment pas. Donc, voilà, voilà. Alors, Mongo Betty dont en parle dans ce fameux livre, quand notre cher docteur de tout à l'heure me dit que, bon, les Français étaient déjà partis. Non, 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 les Français ont interdit le livre de Mongo Betty au Cameroun en 1972. Pourquoi? Parce que Mongo Betty dit dedans que le chiffre que lui, il a le plus entendu, c'est 500. Et que c'est-à-dire dans les 300 même que moi je disais là tout à l'heure, ben c'est rien. Mongo Betty, lui, il dit que le chiffre qu'il a le plus entendu est de 500. Et il précise que on a épargné, même les nourrissons ont été, c'est-à-dire lorsque le massacre s'est enclenché, c'est un peu comme la Saint-Barthélemy du Moyen Âge, mais version Cameroun, les massacres de la Saint-Barthélemy au XVIe siècle. Donc on a laissé personne, c'est-à-dire les bébés, oh Seigneur, j'ai un bébé de 2 mois et demi. On a massacré même les bébés par pure haine tribale pour faire le bien à la France, pour faire les yeux d'eau à la France. Et il souligne, Mongo Betty, que la France, dont le docteur nous disait tout à l'heure qu'elle n'était plus là, docteur Mongo Betty dit que l'implication de la France a été énergiquement masquée par cette France-là, que la France s'est arrangée, elle a fourni des efforts colossaux pour que cela ne fuite pas dans la presse. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne parle des massacres de Tombelle. Donc quand vous me dites que la France n'était plus là en 1966, est-ce que Mongo Betty est un fou? Il est quand même, et lui, là nous sommes en 2025, Mongo Betty lui l'écrit en 72. Et si le livre sort en 72, c'est qu'il travaille dessus depuis déjà plusieurs années, peut-être depuis 66, justement. C'est-à-dire, c'est plus une longue période, parfois il faut 5 ans pour écrire un livre. Donc quelqu'un qui parle d'une époque qu'il a vécue, vous me dites en 2025 que la France était partie, soyons sérieux, surtout quand on a docteur devant le nom, quand même. Donc, Mongo Betty dit que cette histoire a été masquée par la France et Mongo Betty est lui-même la preuve de ce qu'il dit, puisque son propre livre a été interdit, dont tout est vrai dans ce que Mongo Betty nous raconte. C'est un écrivain génial. On a eu de grandes... Ouais, Seigneur, aujourd'hui on a des Elim Bilobé, des Parfaillis ici, des Ernest Obama. C'est terrible. On est quitté de Ernest Wangé, Félix Moumier. J'ai de la peine pour vous, hein. Nous, la génération camerounaise d'aujourd'hui, là. Aïe! On avait à l'époque des Omniobé, des Hossein Diafana, des Ernest Wangé, des Abel Kingé, des Raphaël Footing, des Mongo Betty. On finit avec Parfaillis ici, Ernest Obama, Amougou Bellinga. Et Limbilob, oh Seigneur, ça fait mal.
Hé, hé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la déchéance, la décadence. On a chuté, les gars. Merde. Et qu'on a chuté, et vous-même regardez un peu comment on est descendu. Est-ce que faut prier, il nous faut on a chuté, c'est pas, on a chuté, mais grave. Comment on peut quitter de Félix Momier à Ernest Obama? Comment on peut quitter comment il s'appelle? Pyongyang à Bruno Bidjan. On quitte de Hossein Diafana à Blaireau Niemek. Oh là 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 là, et que la chute est vertigineuse. Vous voyez quand la sensation quand vous prenez l'avion là et que l'avion perd de l'altitude avant d'amorcer la descente, vous avez l'impression que votre cœur flotte dans l'organisme. C'est chaud, ça fait très mal. Mais on est tombé dans quoi là? Ah ah. Nos parents ont eu des Ernest Wangé, des Abel Kingé, des Hossein Diafana, des Félix Momier, des Mongo Biti. Nous, on a des Elimbi Lobé, des Ernest Obama, des Blaireau Niemek, des Grands Barack, des Steve Fa. C'est pas normal, c'est pas normal. Des Onangini, c'est même pas normal. C'est-à-dire, les pires même, c'est les gens comme Onangini qui ont étudié, qui sont allés très loin, qui ont tous les doctorats que vous voulez, mais qui défendent l'état de non-droit parce qu'ils avaient faim. Des gens qui se sont prostitués sur l'autel du pancréas parce que les voies de l'estomac sont impénétrables. C'est douloureux, ça fait mal, ça fait très mal. Donc voilà. Donc Mongo Betty a sorti son livre, il était expulsé du Cameroun, le livre était interdit de publication et voilà, et il était hébergé par la France pendant plus de 2 décennies. La France est très intelligente dans ce registre, c'est ce qu'elle fait avec nos autres, enfin les pays européens de manière générale, hein. Ils soutiennent les dictatures en Afrique qui vous conduisent à l'exil et ils vous hébergent quand même chez eux pour se vêtir d'un parapluie de droits de l'homme, pour se dédouaner un peu, pour vous dire que bon, heureusement qu'on est là. Or, ils sont la cause du fait que vous avez quitté le pays. Les exilés là qui ont quitté le Cameroun à cause de Paul Biya. En fait, même s'ils vivent en France, c'est la France qui a installé Paul Biya au pouvoir. Donc, la France est en même temps le pompier et le pyromane. C'est la France qui a installé Paul Biya en 82. C'est la France qui a permis à ce que Paul Biya se maintienne au pouvoir en 92 alors qu'il avait terriblement perdu les élections. Donc, on a fait la même chose à Mongo Betty. Il était en France. On lui demande Mongo Betty dans une interview, comment vous décrivez un peu la politique camerounaise aujourd'hui? Il dit bon, la politique camerounaise est un paradigme d'individus conformes et non conformes. Quand vous êtes conforme, tout va bien. Quand vous n'êtes pas conforme, vous avez des ennuis. On lui demande, est-ce que vous êtes alors conforme? Il dit, je ne suis pas conforme du tout. Voilà quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes même en vivant en France, même en ayant pris une épouse française, Odile Tobner. Bon, déjà, c'est aussi une combattante de la France-Afrique. Vous voyez, on peut avoir une femme européenne, mais qui est imbibée de l'idéologie anticoloniale. De la même manière qu'on peut avoir une femme bamileke si on est bolo et être tribaliste. De la même manière qu'on peut avoir une femme étonne si on est bami et être tribaliste, et etc., et etc. Et tout dépend des combats qu'on mène, des idéologies qu'on mène. Il y a des Européens sérieux dans le combat, même si je soutiens que c'est nous d'abord qui devons porter ce combat-là, mais il y a des Européens sérieux qui veulent vraiment participer à l'émancipation des peuples. Il y a des Français qui n'aiment pas quand la France pille le Cameroun. Il y a des Français qui veulent bien que la France et le Cameroun coopèrent de manière équitable, sans pillage. Parce que même eux, ils voient que ça jette une mauvaise image de leur pays, la France, comme un pays pilleur, un pays génocidaire, un pays... Ils aimeraient un peu redorer l'image de leur pays, surtout que c'est le pays avec le plus de touristes sur la planète. Donc, il y a des gens qui partagent une idéologie sérieuse et sereine du combat, comme la grande Odile Tobner, l'épouse de Mongo Betty, qui est même d'ailleurs préférable à 150 000 Elimbilob et, comment dire, collés les uns aux autres. Donc voilà. Donc ça c'était pour terminer la petite parenthèse avec le docteur qui ne semblait pas convaincu quand je dis que c'est la France qui a organisé les massacres de Tombelle. C'est-à-dire à Tombelle, c'est la France qui a tout organisé, toujours contre les Bamileke. Et le tribalisme s'est donc tellement propagé au Cameroun que il a même atteint le secteur du foot. Même dans le foot, vous avez mis le tribalisme dedans. C'est-à-dire, bon, on va parler en détail du foot dans un instant. Mais bon, prenons un petit récit qui va nous amener donc au sport. Je vous disais tout à l'heure que les villes de Sangmelima, Akonolinga, Ibolova et truc ont été le théâtre de phénomènes étranges en 1992. En termes de répression anti-Bamileke, les boutiques ont été saccagées, bref, comme à Meyo. Sachez qu'il y a, comme je dis, il n'y a pas de génération spontanée, il y a ce qu'on appelle
Le phénomène dynamique, j'ai pris cette expression chez le professeur Bouembabon, j'aime beaucoup cette expression. Le phénomène dynamique signifie qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce que vous voyez les gens faire à Meyo, c'est ce que leurs parents ont fait à Akonolinga. Et c'est ce qu'ils sont en train d'inculquer à leurs enfants qui ont 8 ans et 10 ans maintenant. Dans 10 ans, leurs enfants qui auront 20 ans, 25 ans, vont faire la même chose contre nos enfants. Donc, il est important que nous arrêtions cela dans cette génération-ci. C'est un impératif. C'est pas pour rien qu'on fait des lives en pleine nuit un dimanche soir. C'est parce que on sait que Paul Biya va être renversé d'une manière ou d'une, il va finir, il n'est pas éternel. Mais on ne veut pas que la plaie reste. On veut commencer à soigner le mal maintenant pour que, une fois que cet énergumène de Paul Biya aurait quitté le pouvoir, on se retrouve avec un véritable état de droit, un pays potable, un pays débarrassé de la gangrène biaïste, parce que Paul Biya, c'est la 11e plaie d'Égypte. Il est la continuité, on va arriver sur lui tout à l'heure, il est la continuité de ce que la France a instauré dans les années 50-60. Il a poursuivi à la lettre le travail de sape contre une tribu en particulier pour sécuriser son pouvoir. Alors, en 1992, quand il y a eu des saccages, des maisons brûlées, des décès et tout, euh, nous avons vu énormément de personnes quand même écrire dessus, comme celui que j'aime beaucoup, Pius Njahwe, qui a créé à 22 ans seulement le journal Le Messager en 1979. Tout le monde connaît Pius Njahwe évidemment, à qui je rends un grand hommage actuellement. Décédé le 12 juillet 2010, le jour anniversaire de la date du traité germano-douala. Il est mort aux États-Unis en Virginie, dans une sorte d'exil forcé. Bref, Pyongyang, c'est une référence en fait. On l'a arrêté environ 130 fois et on a interdit son journal évidemment de nombreuses fois. Et surtout dans des périodes comme celle-ci, quand les élections approchaient, en 92, on avait interdit. Déjà qu'en 91, il avait aussi été interdit pendant à peu près 5 mois. En 92 également, il était interdit. C'est quelqu'un qui a vraiment, pour son franc-parler, pour son grand travail de journaliste, a été interdit. C'est pas comme le groupe L'Assassinote de Vision Cancre, avec leur émission Club des rites tribaux qui voilà, ils ont, on va dire, Amogo Bellinga, l'assassin de Martinez, qui va vous informer que j'ai financé Vision Finance à hauteur de 500 millions. Il y a le journal qui va sortir là à 400 millions. Oui, pour eux c'est facile. Quand tu propages la bêtise pour le compte de l'ordre dominant, c'est facile. Quand tu propages la vertu et que tu te bats contre une structure, c'est compliqué. On te met les bâtons dans les roues, on t'interdit de publication, on ferme tes locaux, etc., etc. La principale différence entre les deux se trouve à ce niveau. Donc, Jawed décrit donc comment, dans cet épisode de 1992, pendant la période pré- et post-électorale surtout, des gens ont pris des machettes, des coutelas, bref, exactement les mêmes choses que la gale que j'ai là en fond d'écran a scandé, magnifié dans ses délires. Ils ont pris des machettes et des coutelas et ont lancé la chasse à ce qu'ils appelaient des halogènes. Et les halogènes étaient ici évidemment les anglo-bamis parce qu'on était dans le paradigme ni John Frondy. Comme je vous ai dit, le tribalisme d'État est orienté sur la tribu qui menace le pouvoir à un instant T. Et la tribu, évidemment, ne se présente pas comme tribu, non. Le cas échéant, par exemple, Maurice Kamto, lui, il présente un programme politique et non sa tribu. Mais le régime regarde la tribu et le régime voit que, celui dont le pouvoir menace, enfin, dont la campagne menace le plus mon pouvoir est de la tribu Bamileke, enfin, si on peut appeler ça tribu, bref, on se comprend. Mon travail sera donc de me liguer contre les Bamileke, de pourfendre les Bamileke avec la dernière énergie. Et c'est ce qu'ils font. Donc, Jawé va donc décrire cela, comment, voilà, envers Nigel Fondi, envers les Anglo-Bamis, on va organiser la violence. Njawé ajoute, c'est-à-dire Njawé nous précise qu'il y avait un ministre de la République qui demandait aux autochtones de s'armer de machettes pour faire face aux attaques des Bamileke. Le plus drôle, c'est que personne ne les attaquait. Ce sont tous là même vous voulez le pouvoir, pourquoi vous... Et c'est là qu'on voit donc le tribalisme. C'est là que ça se voit de la manière la plus criarde et la plus sauvage.
Et donc, toujours pour rester chez notre frère Njawé, à la fin, Njawé revient sur une tournée que Paul Biya a effectuée dans les régions du Cameroun. Il a fait la tournée des provinces. Vous savez que quand Paul Biya prend le pouvoir, il fait une sorte de tournée à travers le Cameroun. C'est qu'ils ont appelé la tournée des provinces. Il a fait la tournée dans les 10 provinces du Cameroun. Après sa prise de pouvoir pendant toute l'année 83. Il se retrouve dans le 11 juin à l'hôtel de ville de Yaoundé. Et là-bas, Emma Basile va lui donner un chasse-mouche. Ça lui permet donc de chasser les mouches. Ouais, c'est très symbolique, hein, mais en fait, c'est ça. On va lui donner un chasse-mouche et une machette. Donc, pour chasser ce qu'il n'aime pas et pour les taper à la machette quand ils disent des choses qui ne lui plaisent pas. C'est donc pour ça que vous avez vu Longuet Longuet se faire tabasser à la machette, totalement. Et c'est pour ça que vous avez vu comment, à Mayo, on utilise carrément le chasse-mouche en disant, allez là-bas, allez faire ça chez vous à l'ouest. Les emblèmes de la royauté de Paul Biya sont aussi curieux que sa politique elle-même. On te donne la machette, le père. C'était pas pour faire de l'agriculture, ah, pas du tout. C'était des symboles de royauté. C'est-à-dire, voilà, je sais pas. Et c'est ce que dont ce cher Njawi a repris plus tard en 2008. Et là, je vous parle de l'édition du Messager du 21 juin 2008. Là-bas, notre cher Njawi nous demande, il pose la question. Et la question là, je dis bien, elle date de 2008. Je vous précise la date parce que vous aurez l'impression qu'il a posé la question là hier. Njawi demande comment des gens qui appellent à une haine tribale contre des compatriotes qui n'ont pas choisi de naître dans telle ou telle région peuvent-ils bénéficier d'une telle impunité? Et il appelle dans cela la préparation psychologique. La question qu'il a posée, c'est la même question qu'on peut poser aujourd'hui. Comment des gens qui sont aussi violents envers d'autres gens qui n'ont pas choisi leur lieu de naissance peuvent-ils être autant choyés, caressés, dorlotés, c'est-à-dire maternés, mais littéralement félicitations. Oh, vous êtes, ouais, les gens de Meilleur, ah vraiment. Non, mais c'est incroyable. Il pose déjà la question. On est en 2008. Aujourd'hui, on est en 2025. C'était il y a 23 ans. Hein? 23 ans, non, oui. C'était il y a 23 ans, non? Ou 13 ans, enfin. 2008, c'est qu'il y a combien de temps? 2010, ça fait 15 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, ouais, à peu près 17 ans. J'étais 23 ans, ça fait ouais, une quinzaine d'années, à peu près 17 ans. Et la question de Monsieur Pius Njawé est ô combien pertinente, ô combien contemporaine. On peut l'appliquer à l'époque d'aujourd'hui. Il dit que, mais avec tout ça, là, ils ont les machettes, ils ont ils font ci, ils font ça. Comment ça se fait qu'ils sont autant choyés, caressés, laissés, il leur arrive? Bah, c'est parce que la machette, le chasse-mouche, ce sont les emblèmes de Paul Biya. D'ailleurs, quand il est allé à Bafoussam, à l'ouest, justement à l'ouest, hein, oui, oui, on lui avait donné une chaise, la même chaise qui a servi à écraser Longuet Longuet. En fait, comme je vous dis, les emblèmes du pouvoir de Paul Biya sont des emblèmes qu'il utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il utilise la machette tout le temps, le chasse-mouche tout le temps, la chaise tout le temps. Sauf que la chaise n'est pas un élément royal, c'est un élément pour coincer la personne qu'on est en train de torturer. Donc ceux qui lui ont offert ça savaient. Je n'ai jamais dit que que tout le monde était. Non, même à l'ouest, vous avez des gens, d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, énormément de gens compromis à la bêtise biaïste, énormément de Bamileke évidemment, surtout les plus célèbres là, les personnalités publiques là. Et c'est eux-mêmes qui sont mais vraiment de tristes personnages, surtout les certains hommes des médias. Quand vous voyez, il s'appelle comment Monsieur Tchatchueki, Emmanuel Tchatchueki récemment, lors de ce qui s'était passé avec Longuet Longuet, il dit carrément Longuet Longuet torturé par des inconnus. Essayeur. Sur le CNT, sur la bande passante du truc, on a vu ceux qui torturaient Longuet Longuet, les Arsène Fouda, les Mboutabala, on sait qui ils sont. Lui, il dit torture par des inconnus. On voit leur visage sur la vidéo. Il dit que c'est des inconnus. Donc oui, même en pays bamileke, tu as des gens qui font le jeu de la dictature. Dont certains ont offert à Paul Biya des emblèmes de torture des Camerounais, notamment des chaises pour mieux écraser et piller Longuet Longuet. Donc c'est pas, ou les gens de Dieu Momo, évidemment, également. Pour ça, c'est pas surprenant. Donc voilà, c'est... Et voilà. Et pourquoi, de quoi parle, quand je vous ai que je vais vous parler du sport tout à l'heure,
C'est parce que les événements dont Monsieur Punjawe parle, c'est des événements en rapport avec le sport. Vous allez voir que le tribalisme s'est immiscé même là-bas. Vous avez certainement pensé que j'ai parlé des émeutes de 2008, mais en fait non. Les émeutes de 2008, c'était en février. On peut dire que ce chapitre, bon, il est dans un autre volet. Il était même presque bouclé. Maintenant, on est en juillet 2008. Qu'est-ce qu'il se passe? Nous avons la demi-finale, pardon, de la Coupe du Cameroun qui oppose Aigle de la Ménois à Foudre d'Akonolinga. Le problème, c'est que Foudre d'Akonolinga est éliminé par Aigle de la Ménois et ils ne vont pas accepter, ils vont mal prendre en fait le fait d'avoir été éliminés. Et dès qu'ils ont appris qu'ils sont donc éliminés, relégués et tout, les supporters ont décidé de descendre dans la rue, carrément, non mais carrément, et d'en découdre avec tous les ressortissants de l'Ouest, notamment les gens de la Ménois, les gens de Tchang. Oui, 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 tu perds un match, ça devient un problème tribal. Bref, et je fais donc ici en fait le même constat que Pius Njawe, c'est-à-dire il y a une facilité en fait à violenter qui est effarante. Les militants ou les membres du socle granitique de Paul Biya se sentent vraiment tout permis dans ce Cameroun-là. C'est-à-dire, je peux déjà, et je vous l'ai promis une fois, je le réitère encore, si le MRC fait la même chose, ou si les Bamileke, ou je ne sais pas, parce que Moros Kamto est Bamileke, et donc comme le MRC au pouvoir, nous aussi on peut dire aux gens rentrez chez vous, je quitte le MRC le même jour. Ça c'est une promesse que je vous fais. On ne va pas questionner, en tout cas pas moi, le tribalisme, jamais. Si les Bamileke font cela, et Moros Kamto ne dit rien et tolère et laisse passer et laisse couler sans dire je condamne et ces gens-là iront en prison parce qu'ici on ne dit pas rentrer chez vous, c'est du tribalisme et la loi article 241 condamne le tribalisme. S'il ne fait pas ça, je quitte le MRC. Est-ce que vous les biaistes êtes capables de quitter le RDPC si Paul Biya fait preuve de tribalisme au pays? Dans ce cas, le RDPC n'aura plus le moindre militant parce que le tribalisme c'est tous les jours avec Paul Biya, tous les jours. Donc, comment dire, selon dont les supporters de Fodo d'Akonolinga, le motif de leur colère, en fait, ce qui les énerve, c'est que les gens de Chang, soi-disant, ont violenté les responsables de Fodo d'Akonolinga. Au match, comment dire, et c'est au match aller, bref, ils ont violenté, quelques temps plus tôt, ils ont violenté les gens de Fodo d'Akonolinga. D'où l'intérêt donc de leur envoyer également le feu nucléaire, que nous aussi on va se venger. Et c'est donc comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 morts sur le carreau. Je ne pense pas que les gens dont on dit qu'ils ont bagarré, ils ont violenté, je ne pense pas qu'ils ont ôté la vie à quelqu'un. Mais nos amis du socle granitique de Paul Biya, imbibés de haine, de violence et de brutalité animale, se sont retrouvés à massacrer 2 personnes. Il doit toujours y avoir une ou deux personnes qui perdent la vie avec ces gens-là. Toujours, toujours, toujours. Et notre cher ami Pierre Lebon Elanga, qui était donc le propriétaire de Food Akonolinga et présenteur de Foufou Foot à ses heures perdues, vous vous souvenez de l'émission Foufou Foot? Lui, il a carrément pris la défense de son club, hein, c'est-à-dire, voilà. Et on avait aussi le secrétaire général de Foudre d'Akonolinga, Monsieur Faustin Bida, qui, sur les antennes de Radio Sciento, a carrément ouvert sa bouche pour nous dire les fils du centre doivent se mobiliser comme... enfin, les fils du centre, oui, ils doivent se mobiliser contre la trop grande présence des Bamileke dans les clubs de D1, en ajoutant que les Bamileke gagnent avec la fraude. Voilà quelqu'un qui ne voit pas que Paul Biya gagne avec la fraude depuis qu'il est au pouvoir. Lui, c'est pas son problème. Lui, le plus important du Cameroun, c'est le football. Et que les Bamileke gagnent avec la fraude. Mais il y a des institutions, non, saisit les arbitres, saisit le commissaire du match, saisit, je sais pas, les instances locales, I don't know. Ou bien, comme Paul Biya est médiocre, même les instances locales, là, il n'y en a pas. Ah, dans ce cas, c'est pas de notre faute. Donc les Bamileke gagnent avec la fraude. Tout ça parce qu'ils ont été éliminés. Hein. Donc c'était en fait un combat où ils devaient gagner. Parce que s'ils sont éliminés, c'est que les Bamileke gagnent avec la fraude. Donc, il dit il faut faire tout pour diminuer Monsieur Faustin Bida, secrétaire général de Fode d'Akonolinga, pour diminuer le contingent Bamileke dans les clubs d'Elite One. Donc, est-ce que les Bamileke qui sont là sont arrivés parce qu'ils ont usurpé, je sais pas, la place ou bien ils sont arrivés là parce que justement ils ont les moyens, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont créé des clubs de foot et ils sont là par mérite. Mais lui, le problème, c'est qu'il y a trop de bains. En fait, le noir, une fois la France partie, entre guillemets, a répété la même chanson que la France soulevait, c'est-à-dire tous azimuts.
Les Bamileke sont trop nombreux ici, les Bamileke sont... Mais ils sont trop nombreux. Et alors, c'est le Cameroun? Non. Ils ne doivent pas être trop nombreux, ils doivent être trop nombreux où? S'ils restent donc à l'ouest et prennent leurs terres, c'est encore vous qui dites que bon, ils ne veulent pas vendre leurs terres et tout. Maintenant, ils vont partout, ils vont chez vous, ils s'installent avec vous. Vous vous plaignez encore qu'ils sont partout. Bah, ils vont sauf que être partout, les gars. Parce que on est partout. Peut-être que vous l'avez oublié, mais selon la loi camerounaise, un Camerounais est partout chez lui. Peut-être ça vous sort de la tête de temps en temps, mais un Camerounais est partout chez lui au Cameroun. Donc, si je cite les noms comme Faustin Mbida, je cite la radio, je cite Pierre Lebon et Langa, je cite la période. Je vous ai dit que le 21 juillet 2008, vous trouvez certains euh, vous trouvez justement le récit de cet événement dans le journal du Messager, parce que les incidents se sont déroulés le 16 juillet 2008. Vous étiez déjà tous nés, tout le monde est majeur parmi ceux qui écoutent cette conférence, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai pris, je sais pas, de la cuisse de Jupiter. Donc, je n'invente rien. Et comme j'ai dit, je veux bien qu'il y ait du tribalisme absolument partout, ça c'est clair, mais je répète que je n'ai jamais vu de manière aussi légère, aussi décomplexée, avec autant de désinvolture, je n'ai jamais vu un tribalisme aussi à l'aise, vraiment contre des gens de chez, c'est-à-dire des gens de chez nous, des concitoyens, et qui plus est sur les antennes nationales, comme par exemple le poste national où on dit ne laissez pas les étrangers nous prendre le pouvoir, ou sur les antennes très suivies comme Radio Sciento, où on dit oui, les Bamileke. Bref, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple des autres ethnies. Je n'ai pas vu les Fulbe, les Fulbe faire ça. J'ai pas vu les Bororo faire ça. J'ai pas vu les Pygmées faire ça. J'ai pas. Ce n'est que le socle granitique de Paul Biya qui fait ça tout le temps. Et ça ne leur pose pas de problème. Ils n'ont jamais honte. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et comme si ça ne suffisait pas, le même Faustin Bida, vous pensiez que j'avais fini avec lui, il a ajouté dans ses folies de ce jour-là que il y a 10 clubs bamileke dans le championnat et que ce n'est pas normal. Je ne sais pas en quoi ce n'est pas normal, c'est-à-dire je n'ai jamais su pourquoi il dit ce n'est pas normal. Et quand il est arrivé à Limbe, quelque temps après, ils étaient en train d'organiser le comité exécutif de la FECAFOOT. Là-bas, il a annoncé que désormais c'est une guerre contre les Bamileke. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est pas les Onébia. Je vais vous parler donc tout à l'heure de comment le tribalisme est arrivé jusque dans l'Église sous le régime de Paul Biya. Et là, vous allez voir que c'est bien pire que ce que vous croyez et que la raison pour laquelle nous nous focalisons énormément dessus, c'est parce que on a fait un constat effrayant. C'est-à-dire, c'est littéralement un complot, c'est comme un complot anti-Bamileke. On redoute les Bamileke pour quelque chose. Les gens qui peut-être n'ont pas des affinités avec le commerce et qui voient dans la fonction publique le seul moyen de manger ou d'avoir un salaire à la fin du mois, se disent que si un Bamileke arrive à la tête de l'État du Cameroun, il va installer ses frères partout. Vous savez que l'homme infidèle est celui qui craint le plus l'infidélité. Il voit l'infidélité partout. Comme il a 50 000 go ailleurs, dès qu'il voit l'ombre d'un homme à côté de sa femme, il veut déjà brûler tout le quartier. C'est la même chose. Les gens qui ont installé leurs frères absolument partout se disent que quand elle va arriver au pouvoir, il va aussi installer ses frères partout. Et là, non, ne va rien devenir. Les Bamileke, et ils ont survécu quand vous avez installé vos frères partout. Par leur dynamisme économique, ils ont fait le commerce. Vous n'aimez pas le commerce, vous aimez le bureau, vous n'êtes pas n'importe qui. Comme Remingo, Chimitoro chantait Mimpang Mibot, c'est-à-dire les grands types. Vous êtes les grands hommes, les grands types, voilà, vous avez une haute estime de vous-même, dont il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que vous craignez justement cela, et c'est ça qui a orienté dans le tribalisme jusque dans les sphères les plus insoupçonnées, à savoir l'Église. Bon, pour souffler quand même un peu, parce que je ne suis pas un robot, euh, je vais vous faire écouter l'hymne de la Renaissance pendant 2 minutes et après on va poursuivre cette conférence. Sauf si vous dormez. Si vous dormez, bon, si vous dormez, qu'est-ce que vous voulez? On clôturera le live et on va s'arrêter. Donc, l'hymne de la Renaissance pour que mon corps reprenne un peu son souffle. Et voilà. Merci en tout cas à vous qui écoutez jusqu'ici. Merci pour les cadeaux et les partages.
C'est très gentil à vous, c'est très encourageant, ça fait plaisir, parce que quand on parle seul pendant des heures, on se dit, enfin, ça fait plaisir quand même de voir que les gens, voilà, apportent une certaine force, une certaine chaleur virtuelle, mais une chaleur quand même. Donc, l'hymne de la Renaissance, 2, 3 minutes et on reprend. Voilà, voilà. Des vallées, des boulevards, au plateau de la dame à moi, des bambous tous sont divers, charme Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le ravine, le seigneurie par les flots du Fourri. Flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manettes Bouba, sur les crêtes de Bouba, marque ça qui nous caresse, puis aussi dans les graisses, ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Maramangabel, Mara Ruben Mouniabel, Wanje Mounié, Mouna Fonja, Afana Boussamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Pousseri à Baturi, de Bakassi à Kérosi, unis par le péché ruban des noces de Foumbin. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bien, je vois que presque tout le monde est encore là. Bon, il y en a quand même qui ont profité pour aller dormir. Nous sommes 588. Ça reste un chiffre incroyable vu l'heure de la nuit qu'il est. Ça veut dire que les Camerounais, évidemment, continuent d'avoir soif de connaissances, en tout cas en ce qui concerne l'histoire de leur pays. Ça me réjouit beaucoup, tout ce beau monde. Je me dis d'ailleurs que les gens qui sont partis vont potentiellement revenir. Peut-être que je ne suis pas le seul à être allé faire une pause. Nous allons donc poursuivre et voir comment le tribalisme est arrivé jusque dans l'Église. Eh oui, l'Église, c'est-à-dire, ça m'a... Paul Biya est fils de catéchiste. Paul Biya, votre président, est fils de catéchiste. Au lieu de prôner le vivre ensemble, comme le dit la chanson ici, lui, il a trouvé le moyen de mettre le tribalisme même dans l'Église, de ne pas sanctionner le tribalisme qui avait cours dans l'Église, et voilà, de créer un climat où même au sein du clergé, il y a le tribalisme. C'est des choses que je ne comprends pas. Et le tribalisme à l'Église est orienté contre qui? Brrr, roulement de tambour, je vous laisse deviner. Le tribalisme à l'Église est évidemment orienté sur les Bamileke, une fois de plus. Je vous ai déjà parlé, bon, enfin, je vous ai parlé, bref, vous connaissez, Monsieur André Woking, l'évêque de, enfin, qui devait officier à Yaoundé en 1999, vous connaissez son histoire. C'est-à-dire, on a dressé des barricades à l'entrée de Yaoundé en lui disant que non, tu ne viens pas ici
Va faire ça chez toi à l'ouest là-bas. Bon, déjà, je ne comprends pas. Jésus prône le vivre ensemble. Jésus dit, voilà, le royaume de Dieu, et il y a ceux qui prônent la justice, ceux qui aiment faire le bien, et voilà, voilà, tout le monde, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même, c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. La Bible, en tout cas le Nouveau Testament, les évangiles, a de très belles paroles. Il faut reconnaître que qu'on soit chrétien ou non, malgré toute la violence et la barbarie de l'Ancien Testament, les paroles de Jésus sont en général très agréables à entendre. Elles sont très bien structurées, elles sont exquises, elles sont très bien, enfin, elles sont très intelligentes. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'est à ça que on va reconnaître que tu es enfin, c'est à ça qu'on va reconnaître que vous êtes mes enfants. Donc, si un chrétien ou je ne sais pas, pratique l'amour, il est facile pour lui de dire que je suis un disciple de Jésus vu que je pratique l'amour, selon ce que Jésus a dit dans la Bible. Mais la Bible que Paul Biya a lue, je ne sais pas, c'est peut-être Elim Bilobe qui avait écrit ça. Je ne sais pas si, quand son père, le catéchiste, lui faisait la Bible, la lecture biblique le soir, peut-être que lui l'entendait autre chose, je ne sais pas. C'était peut-être un livre fabriqué par le père de Paul Atanganji, certainement. Parce que je ne vois pas le rapport entre la réalité, enfin, le message de Jésus et ce que j'ai vu avec l'église version Paul Biya. Les gens du peuple élu, dont vous savez tous mes oncles, les Kanga, les Abesolo, les Abena, ont carrément dit à Monseigneur André Woking qui était l'une des dernières personnes à avoir parlé à Ernest Wangé, celui à qui Ernest Wangé a dit, mon père, dites à ma femme et à mes enfants que je n'ai jamais trahi, le combat. L'un des derniers confidents du camarade Émile, comme on appelait Ernest Wangé. C'est-à-dire, il arrive donc à Yaoundé, il va officier là-bas, on lui dit non, ici c'est le socle granitique, c'est-à-dire tu ne sais pas que le centre-sud-est c'est le socle granitique de Paul Biya et que ici, on n'entre pas, enfin ici non, tu n'es pas le bienvenu ici, bref, va faire ça chez toi à l'ouest, alors qu'au même moment, il y a un évêque du socle granitique à Bafoussam, là où André Woking était, et là-bas lui il est accueilli comme un prince. C'est-à-dire l'évêque du socle granitique est accueilli comme un demi-dieu à l'ouest, mais André Woking, lui, il est chassé de la région du centre, sous prétexte que ce n'est pas le chez lui. Je me suis posé la question si ces gens-là sont allés à l'église le dimanche suivant. Parce que je ne connais pas quelque part où Jésus dit aux gens de ne pas, où Jésus dit aux gens enfin, c'est incompréhensible. Tu fais dans le repli identitaire et tu vas à l'église. C'est comme là où j'ai vu Paul Atanganji à l'église. À côté de lui, tu avais tous étaient tu vois les fameux Dongo à l'église. Grégoire Rona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, tu le vois à l'église. En fait, tu vois des drôles de têtes à l'église. Et tu vois des bouchers à l'église, des charcutiers à l'église, c'est-à-dire des choses totalement, c'est dingue. Donc, André Woking, évêque, le tribalisme l'a touché dans sa chair. Avant d'officier à Yaoundé, l'accueil a été tumultueux. Mais André Woking n'est pas le seul élément. Je vous reparle d'une personne dont je vous ai parlé aussi. Gabriel Simo, évêque auxiliaire de Douala. Il avait été nommé évêque auxiliaire de Douala en 87. Il a dû faire face justement aussi au mépris de ses alter égaux là-bas. On lui dit, mais, enfin, pourquoi tu n'es pas à l'ouest, pourquoi? Jusqu'à ce que les prêtres, c'est-à-dire ils étaient 80 prêtres, je dis bien ils étaient 80 prêtres à Douala. Sur les 80, 51, dont près de 70%, sont allés écrire une lettre qu'ils ont envoyée à Rome, à Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'ils disent à Jean-Paul II? Il y a trop de Bamileke dans dans le diocèse je ne sais pas si c'était l'archidiocèse ou le diocèse de Douala. En tout cas, ils ont écrit un article qui, c'est-à-dire, dénonçait en fait le fait qu'il y a des Bamileke, il y a trop de Bamileke dans l'église de Douala. C'est des choses incompréhensibles. Et Paul Biya n'a rien fait contre ça, hein, c'est pas son problème. Si vous stigmatisez même les Bamileke, ça l'arrange. Donc, il vous dit, le vivre ensemble sur la bouche, mais jamais il ne l'a pratiqué jusqu'à l'église. Comment des prêtres qui enseignent l'amour du prochain tous les jours? C'est tous les jours. Jésus a pris Marie-Madeleine, c'était une prostituée. Il travaillait avec elle. Jésus a pris des gens qui vivaient, il a pris Matthieu,
qui collectait les impôts et qui, voilà, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et les collecteurs d'impôts étaient mal vus à l'époque parce que ils prélevaient des taxes très élevées. Il a pris des gens bizarres, des gens sans éducation, des gens du quotidien, de pauvres gens, les Simon Pierre, les bref, c'est. Mais toi, tu dis que non, tu ne veux pas d'un évêque Bamileke, toi qui ici, Jésus qui est ton Seigneur a accepté tout le monde. Toi qui pour dire à autrui, je ne t'accepte pas. Que je ne comprends pas maintenant, c'est moi qui me retrouve à évangéliser les prêtres, c'est le monde à l'envers. Je croyais que c'était nous les possédés, à qui il fallait y imposer les mains. Mais Jésus, lui, il a vendu dans un message d'amour aux prêtres en disant, je suis, voilà, ouvert à tout le monde, il faut que les Camerounais, enfin, les Camerounais, que les humains soient tous frères, et c'est l'amour là qui fera de vous mes enfants. Sauf que bizarrement, nos chers amis prêtres, ils sont allés carrément nous expliquer que non, 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 nous on ne veut pas des Bamileke ici. Même les prêtres n'ont pas résisté aux sirènes du tribalisme. Incroyable. Évidemment, ce sont les faits, cher Destine Chania. Ce sont les faits. Vous trouvez ce que je viens de te dire. Tu trouves ça dans un article qui a été écrit en 2009, intitulé Autochtonie, démocratie et citoyenneté. Les gens qui ont écrit l'article, il y a François Njamjo, Jean-François Bayard et Peter Geschir. Désolé pour la prononciation, c'est pas moi leurs parents. En tout cas, Autochtonie, démocratie et citoyenneté, l'article date de 2009, tu vas trouver, ils reviennent sur cette histoire. Donc, mais comment c'est possible? 51 prêtres sur 80, à Douala, écrivent carrément à Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II était dépassé, mais Jean-Paul II s'est dit, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, Jean-Paul II est revenu au Cameroun pour un peu voir cette histoire de plus près que mais. C'est quel pays bizarre ça en fait? C'est-à-dire, donc ici chez vous, le message de Jésus là que amour vous, ce n'est valable que si les ethnies qui sont présentes ici sont les. Ça fait donc un prêtre qui prend de l'amour. Lui, si on dit que tu es le seul prêtre Douala à Douala et que tous les autres sont Bamileke, ça va lui poser problème. Pourquoi moi, Wilfred Ekanga, moi je suis né à Bachenga. Et sachez que Bachenga, ça a été le lieu, selon beaucoup de sources, où a été décidé, où a été conçu, élaboré entre Amadou Ahidjo, Charles Okala, l'ancien ministre des Transports, selon les propos de Charles Okala lui-même, hein, a été décidé l'exécution, la mise à mort d'Ernest Wangé, qui refusait de se soumettre, qui refusait, voilà, de revenir, de faire son Maï Matip. Si à Bachenga, là-bas, là, dans l'allée qui est, c'est plus ou moins le chez moi. On a grandi de ce côté-là. Donc, euh, euh, si je suis de Bachenga et que enfin, pourquoi moi je n'ai pas de, c'est-à-dire ces liens-là, ces trucs, ce délire-là, ça ne m'a jamais habité. Pourquoi? Tu pouvais amener 400 000 Bamileke, il y a Bachenga, ça ne me posait pas de problème. Il y avait un quartier Bamileke là au centre où on avait un voisin là qui avait énormément de filles. Je partais là-bas faire je partais là-bas tenter ma chance. J'avais cette possibilité dont j'allais quand même pas rater l'occasion. Donc c'était très agréable. C'était si ce n'était que ça, je voulais le maximum de Bamileke possible. Donc ça ne m'a jamais posé problème. Mais je ne sais pas. Et justement, quand tu as un bébé entre les mains, les Bamileke, les boulots, c'est pas son problème. Ils sont fous. C'est enseigné, c'est appris, c'est inculqué, c'est inoculé à la jeune génération. Et elle inocule ça à son tour à la génération suivante. Et c'est pour ça que le tribalisme perdure et ne prend jamais fin. Donc, je ne comprends pas, je comprends vraiment pas. C'est-à-dire, et un autre exemple toujours à l'église, Ludovic Lado. Ludovic Lado, vous le connaissez, le père jésuite Ludovic Lado qui fait beaucoup de communication. J'avais eu l'occasion d'ailleurs quand j'étais au Cameroun en 2018 de faire une émission avec lui, la reine, où je lui posais quelques questions sur le plateau de Rodrigue Tonguet, qui était donc vice-doyen de l'Université catholique d'Afrique centrale. Monsieur Victor Tonier Bakot, Seigneur, archevêque métropolitain de Yaoundé, c'est-à-dire, il a carrément accusé Monsieur Ludovic Lado de favoriser les étudiants bamileke à la faculté des sciences humaines. Et c'est une affaire qui avait tellement défrayé la chronique que notre cher ami Ludovic Lado avait été obligé de quitter le pays. Je comprends pas. C'est-à-dire, je comprends pas. Moi, je peux comprendre, en fait, dans une ville comme chez moi, à Bachenga, où la messe se fait en langue locale, par exemple, je sais pas si ça a changé entre-temps, mais à la paroisse Saint-Joseph, machin, à la Dolembe,
la messe se fait en Eton ou en Ewondo. Bref, nous on comprend les Wondo sans problème, donc tu peux faire la messe en Ewondo, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que si un Bamileke arrive là-bas et que nous on veut faire la messe en Ewondo ou en Eton, on ne comprend pas. On dira, juste pour des soucis de compréhension, pas par tribalisme, que bon, il vaudrait mieux un évêque Ewondo qui, oui, ou un prêtre Ewondo, bref, pour que la grand-mère qui ne comprend pas bien français forcément peut-être comprenne. Et même ça se fait dans le dialogue, on discute, on négocie, on voit s'il peut parler français, si les gens comprennent français, ben il l'a fait en français. Mais ce que je ne comprends pas dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Bafoussam, si ce n'est pas de la bêtise, si ce n'est pas de la folie, c'est quoi au juste? Et c'est encore orienté vers les Bamileke. C'est-à-dire, encore une fois, la doctrine de Jean Lamberton, les Bamileke, c'est parmi toutes les leçons appliquées au Cameroun, parmi toutes les leçons appliquées par Paul Biya, la doctrine Lamberton est la plus assimilée. Et ça ne souffre de rien, elle est la plus assimilée, la plus apprivoisée. C'est terrible. Et donc, je me suis donné pour mission de faire la contre-offensive, pas la contre-offensive ukrainienne, mais la contre-offensive pédagogique. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui, quand elles viennent des hommes de Dieu, tu te demandes si c'est sérieux. Il y a des choses que, quand elles viennent de ceux qui se font appeler les hommes de Dieu, tu te dis, oh, je m'attendais à voir ça chez des individus lambda, mais chez des gens qui se font appeler hommes de Dieu, il y a quelque chose qui cloche là. Ça rappelle vraiment ce qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale, où l'évêque de Londres criait « Tuez les Allemands, tuez-les donc !» Et où l'archevêque de Cologne disait aux Allemands que je vous donne l'ordre au nom de Dieu de vous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour le nord de votre pays. C'est-à-dire, c'est pas le chef suprême des armées qui dit de liquider les adversaires, c'est l'évêque. Les évêques sont censés prier pour la paix, retour à la paix. Mais non, il n'était pas dans le délire là. On a ce type d'évêque là au Cameroun. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est terrible. Et oui, comme tu dis, dans les zones comme Bacheng, on accepte les prêtres blancs. En fait, ils sont capables d'accepter les prêtres. Les Camerounais sont incroyables. On est capable d'accepter les prêtres blancs. C'est-à-dire, on est même content. Parantangné, le prêtre blanc. Parantangné asso lang messe. Il est venu lire la messe. Le prêtre blanc est venu lire la messe. Ils vont te le dire fièrement. Maintenant, quand quelqu'un... bref. Oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Donc, on a évidemment, après ces exemples que je viens de citer du tribalisme sur la religion, sur le foot, évidemment, nous allons attaquer le volet phare de cette histoire de tribalisme, la politique. La politique, en l'occurrence, avec la problématique des anglophones en 1992. Vous voyez qu'on avance très chronologiquement. C'est ça qu'on appelle la genèse d'un problème. On a commencé depuis la création du Cameroun avec le traité germano-douala. On est passé dans les années 50 au Mniobé, UPC, on a traversé tous ces moments-là. On est arrivé au massacre du quartier Congo en 1960, on est allé au massacre de Tombel en 1966, on est allé à toutes les problématiques des années 80, avec les évêques qu'on chassait, avec ceci, cela. Maintenant, on est au début des années 90. Allons sur le tribalisme des années 92 sur le plan politique avec la question anglophone. Et c'est là que vous allez remarquer, comme j'ai dit, que le tribalisme est orienté à chaque fois. Le tribalisme est orienté à chaque fois sur la tribu qui menace le plus le pouvoir de Paul Biya. Et les tribalistes, si vous n'envoyez pas de cadeaux tapotés avec nos noms, ils ont l'habitude d'insulter beaucoup au tout début sur mes conférences, mais après ils se calment. Parce que même à un moment donné, dans leur tête, il y a quelque chose qui dit non, on va quand même pas continuer dans la bêtise de manière volontaire. Ce que le gars l'a dit peut être avantageux même pour nous. Les gens pensent qu'on vient ici, on n'est pas payé pour, on n'est pas, c'est-à-dire, on ne veut simplement pas. Moi, je viens d'avoir un fils. Et je ne veux pas qu'il grandisse dans un camo, parce qu'on va retourner au Cameroun. Quel que soit le temps qu'il passe, il veut qu'il reste encore au pouvoir. Ça finira par finir. On est plus jeune que lui, on ne va pas mourir, qu'il ne rêve pas, il partira avant. Et donc, on va retourner au Cameroun, nos enfants vont retourner au Cameroun. Et il ne faut pas qu'ils héritent d'un Cameroun où les Camerounais ne connaissent pas leur histoire et où les gens se font du mal, où les gens se charcutent par ignorance, par bêtise, et parce que la tribu prime sur la République. Donc, en 1900, enfin, après le multipartisme des années 90, qu'est-ce qui s'est passé avec le SPD, le RDPC et tous ces satellites? C'est-à-dire, ils se sont caractérisés par une violence de tous les instants et une violence qui n'était pas orientée contre les colons, bien sûr.
mais plutôt contre leurs propres frères au profit du colon. Déjà qu'ils ont refusé le multipartisme, hein, Emma Basile, là, le même qui avait remis à Paul Biya le chasse-mouche et la machette en 1983, lui, il avait marché contre le multipartisme voilà, en 1990, dans les années 90-91. C'est-à-dire, quand on vous dit Paul Biya, le chantre de la démocratie, le mendiant de la paix, le père de le père de quoi? On l'appelle même souvent comment? On arrive même à célébrer le cinquantenaire de l'indépendance en citant son nom. Or, au moment de l'indépendance, il était encore à Paris, ici, en train de prendre des ordres chez Jacques Foccart et chez Guy Georget, chez Roland Pré et chez tous les canards qui ont exécuté des Camerounais là-bas par centaines. Mais on célèbre l'indépendance pour laquelle les Félix Moumier et Ernest Soigny ont donné leur sang, alors même qu'ils n'ont pas acquis l'indépendance dans la forme qu'ils souhaitaient, et c'est Paul Biya qu'on cite, un truc de malade. Donc, les biéistes, eux, ils n'ont même pas voulu le multipartisme, et c'est là que vous comprenez qu'on a donné toutes ces choses à des gens qui ne voulaient pas. Les Biya et consorts n'ont jamais voulu l'indépendance. Aïdjo ne voulait pas l'indépendance, Biya ne voulait pas l'indépendance. Eux, ils aimaient bien le modèle que la France avait mis sur pied, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, une indépendance de façade avec le colon qui détient encore les principaux arcanes de la vie politique de votre pays. L'ennemi vient, il dénature totalement le tissu socio-économique de votre territoire. Et en partant, il vous dit quand même que non, 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 en fait, ton ennemi, c'est celui-là. Regarde comment lui, il vit bien, toi, tu vis mal. Et tu arrêtes immédiatement de penser que, mais peut-être que si je vis mal, c'est parce que je ne me retrousse pas assez les manches. Plutôt que d'accuser quelqu'un qui, soi-disant, lui, se tournait les pouces pendant que moi, je me battais. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça, du tout. Il ne se tournait pas les pouces, vous avez subi tous ensemble. Il s'est simplement mieux relevé. Pendant que toi, tu attendais la manne tombée du ciel, lui, il n'a pas attendu. Au contraire, les sévices qu'il a subis lui ont permis de réaliser que la vie est un combat et qu'il ne fallait pas dormir. Donc, c'est un peu, dire, c'est un peu ça. Bref, en octobre 92, après les élections, on a organisé des manifestations et des actes de vandalisme contre les commerces. C'est-à-dire exactement comme en 2019. Ceux qui parlent, et je suis toujours intrigué par c'est que le niveau d'inculture, mais il est incroyable. Des gens qui vandalisent depuis la nuit des temps. Il faut voir comment ils parlent de cette histoire d'ambassade. En fait, j'ai eu l'impression, depuis qu'on me... C'est comme un peu le bourdonnement des abeilles. Tu as l'impression que, mais c'est le crime ultime. Un régime qui massacre ses concitoyens. Les gens vous disent que la base a cassé les ambassades. On dit casser comme c'était les biscuits. Casser, c'est les paroles G. La base a cassé les ambassades en 2019. Entre-temps, Paul Biya a assassiné des dizaines et des dizaines de personnes. Combien de gens sont morts dans le Nozo entre 2019 et aujourd'hui? Et au moins 3 4 000, 2 3 000, je sais même pas. On ne compte même pas parce que, se dire, je sais pas. Il a même envoyé des sorciers là-bas vous dire que tout va bien et envoyé les enfants se faire canarder à Kumba. Et les gens sont tombés comme des mouches depuis ce temps-là, à cause de Paul Biya. Il a fait un dialogue national, il n'était pas lui-même à son dialogue. Il n'a pas mis la question qui fâche dans le dialogue. En fait, il s'est moqué des gens. Et on continue de nous dire, ouais, là-bas ça a saccagé les ambassades. Est-ce que vous avez donc oublié que le RDPC, pas le M, là-bas c'est les activistes, hein. C'est des activistes qui soutiennent Maurice Kamto. Mais le rôle d'un activiste n'est pas d'être soumis à la discipline d'un parti, c'est ce qui les distingue de nous. Même si Maurice Kamto leur dit ne fais pas, ils diront je ne fais pas. Maurice Kamto ne peut pas les exclure de son parti puisqu'il n'est pas ils ne sont pas de son parti. Même si Maurice Kamto dit demain je ne me reconnais pas ils s'en foutent et ils veulent chasser Biya. Dans vos bêtes dénonciations, quand vous dites que faut que Maurice Kamto se désolidarise, vous pensez que qu'est-ce que ça va changer? Ce sont des activistes. Si vous n'avez pas compris, c'est ça l'activisme. Ils mènent de l'activisme. Et ils sont les seuls responsables de leurs actes. Donc, par contre, en 1992, ceux qui ont saccagé les boutiques, c'est le RDPC. C'est pas des gens qui étaient activistes ou ça. Non, c'est le RDPC. À Sang-Melima, à Konolinga, partout, ils ont brûlé, pillé, saccagé. Et je vous ai dit, le professeur Bouembabon appelle cela le phénomène dynamique, la répétition de quelque chose à travers le temps. C'est-à-dire, pour dire qu'il n'y a pas de génération spontanée, en fait. Et donc, c'est une continuité du régime biaïste que nous vivons aujourd'hui. C'est un régime imbibé de tribalisme depuis la moelle des os. Pour revenir d'ailleurs aux années 80, comment dire,
Ferdinand Oyono, oui, oui, le même qui a chassé Mongo Betty parce que Mongo Betty dénonçait la France qui volait. Ferdinand Oyono, donc, qui était ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, quand il a constaté que les Bamileke achetaient de plus en plus de terrain, il a suspendu pendant des années les immatriculations foncières. C'était un mécanisme pour empêcher ce que lui, enfin, les fameux allogènes. Donc voilà, c'est-à-dire, si tu étais Bamileke, faut laisser tomber, tu ne pouvais pas avoir de terrain. Il a mis ce truc en 87. Vous avez certainement vos parents. Vous allez me le confirmer en commentaire. Vous avez des parents qui, à cette période-là, étaient obligés d'utiliser des prêts de nom. Et étaient obligés de mettre leur terrain au nom de leurs amis, de leurs connaissances telles qui s'appelaient Abega, qui s'appelaient Fouda, qui s'appelaient... sinon, ça ne... Voilà. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Tu ne pouvais pas. Donc, ça, c'est sous Ferdinand Léopold Oyono. Voilà, bien, vous me le confirmez en commentaire. Ça permet aux gens qui nous suivent ici de comprendre qu'on n'est pas ici pour rigoler. On fait, c'est-à-dire, on s'est assis, on essayait de savoir, ça vient même d'où toute cette bêtise-là. Le tribalisme au Cameroun est organisé par Paul Biya. Ça fait 6 heures de temps que je vous fournis l'épreuve. Et on va même, on sera obligé malgré tout de couper notre conférence en 2 ou en 3 parce que s'il faut en parler, on n'en finirait jamais. C'est Paul Biya qui organise. C'est-à-dire le tribali, les sorciers vont vous dire le concours pour être boulot. Je pense que j'ai démantelé ça ici en 4 secondes. C'est comme les racistes qui disent à quelqu'un tu es noir, on ne te veut pas. Et le noir demande que ouais, s'il vous plaît, acceptez-moi. Je fais alors comment pour être blanc? Est-ce qu'il y a un concours? Ce n'est pas le noir qui est tribaliste, non. C'est le blanc qui est tribaliste puisque c'est le blanc qui a rejeté. Ce n'est donc pas Maurice Kamto qui est tribaliste puisqu'il n'a rejeté personne. Ce sont les gens qui l'ont rejeté qui sont tribalistes. Et par amour pour eux, Maurice Kamto leur demande est-ce que je peux donc aussi être du socle granétique comme vous? J'aimerais faire un concours, s'il vous plaît, aidez-moi. Sauf que le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Ona, lui, il a totalement torpillé cela, retors comme il est. Il a tourné cela à l'avantage du RDPC. Donc c'est la roublardise à laquelle ils sont habitués. Bah, c'est-à-dire, il a appliqué cela à la lettre comme le lui a enseigné son maître Paul Biya. Et donc, voilà, le tribalisme, c'est le RDPC. Pour lui, normalement, si tu vends les terrains, en fait, si tu as des terrains, si tu as des terrains et que les gens achètent, mais tu t'en fous de la clientèle. Regardez la ville de Paris. Les clients à Paris sont les Chinois. Vous avez déjà vu les galeries Lafayette sont, comment dire, l'un des centres commerciaux les plus prestigieux de la planète. Quand tu arrives là-bas, la clientèle est essentiellement chinoise. Vous trouvez aussi dans les grandes boutiques de luxe sur les Champs-Élysées une clientèle des pays du Golfe. Le Sultanat d'Oman, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, l'Arabie Saoudite. Vous trouvez les cheikhs là qui ou les enfants des cheikhs qui viennent faire leurs achats là-bas. Ou dans Anaïs-sur-Seine, vous trouvez voilà, dès que Cheikh Hamid Ben Hamad Al Thani a sa résidence ici, Mohamed Ben Salman, sa nièce a une visite, a une villa ici. Ben, bref, les Français s'en foutent. Tant qu'ils ont les dos, même si c'est la chèvre qui achète, même si c'est le serpent qui achète, ils prennent, on ne refuse pas l'argent, ils prennent. Au Cameroun, Ferdinand Oyonolu a constaté que les mauvais Camerounais achetaient le terrain, les Bamileke. Il fallait les bons Camerounais, c'est-à-dire, tu es Bamileke, pourquoi tu achètes le terrain? Tu es Bamileke, pourquoi tu achètes? Est-ce que tu ne sais pas que c'est interdit et que quand tu es Bamileke, tu n'as aucun droit? Donc, moi, Ferdinand Oyono, tu ne vas plus acheter, je vais suspendre les licences. Et là, vous avez dans toute cette période, à la fin des années 80, les parents à l'ouest qui étaient obligés de supplier des amis, de supplier des connaissances, de supplier des relations pour qu'on leur accorde le titre foncier, parce qu'on avait décidé qu'ils ne sont pas les bons Camerounais. Dans la même logique, on vous parlait des laissés-passer qu'il fallait y avoir pour arriver à Yaoundé. C'est Paul Biya qui a instauré le tri. Est-ce qu'on est en 2018 à ce moment-là? Est-ce que Maurice Kamto est au Conseil constitutionnel à ce moment-là? C'est triste un peu de voir comment l'inculture, l'imbécilité, la propagande, la manipulation a élu domicile sur le paysage politique camerounais alors que les faits sont là et les faits ne souffrent de rien. C'est Paul Biya, l'architecte du tribalisme dans sa forme actuelle. La France a mis ça sur pied, ça c'est clair, je vous l'ai expliqué de manière claire. Amado Aïdjo a traqué les militants de l'UPC.
Bon, Ahmad Oidjo, c'est surtout vraiment une lutte politique, hein. C'est-à-dire, le tribalisme revient en tant que lutte simplement tribale, sans même le volet géostratégique, non, juste la conservation de la mangeoire avec une plus grande célérité sous Paul Biya. Donc voilà, quand on vous dit que le RDPC ne voulait pas le multipartisme et qu'il enfin, il ne voulait ni le multipartisme ni les vivre ensemble, rien, rien, rien. Pour le vivre ensemble, bon, vous voyez bien que les ministres de Paul Biya qui chassaient Mongo Betty du pays interdisaient un livre où Mongo Betty explique comment la France pille et vole les richesses du Cameroun. Oyono dit que non, 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 le livre là doit être banni, donc le fait que la France vole le Cameroun ne le dérange pas. Mais lui, il voit que ce sont les Bamileke qui volent le terrain, la même maladie dont souffre Elim Bilobe aujourd'hui. C'est-à-dire, Elim Bilobe, tu peux venir, la France peut venir chez Elim Bilobe raser tous ses cheveux. Il ne va rien dire. Maintenant, un Bamileke vient, il prend un poil de sa barbe. Enfin, il achète, pas qu'il prend. C'est Elim Bilobe lui-même qui a vendu le poil de sa barbe. Mais le même Elim Bilobe va se plaindre que les Bamileke viennent prendre tout le tissu capillaire qu'il a sur son corps. Or, ce sont les Français qui ont pressé 1 milliard de cheveux, sans payer. Un Bamileke est venu prendre un poil de barbe qu'il a payé, mais c'est le Bamileke qui vient spolier la richesse. C'est le même mécanisme. On dit à Oyono que voici le livre Mamba sur le Cameroun, lis et vois comment on pille les richesses de ton pays. Oyono dit allez en brousse avec ça. Le problème, c'est les Bamileke, moi j'ai dit ça. Donc en fait, même quand on te montre la réalité, toi tu te crées ton paradigme à toi. Ça me rappelle vraiment quand l'Église refusait d'admettre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. En 1610, enfin, à la fin des années 1500, sous Nicolas Copernic, et après Galileo Galilei, où on a même brûlé Giordano Bruno au bûcher en 1900. Et Galileo Galilei a beau démontrer aux Florentins et il y a son ami le pape Urbain VIII que mais le père, regarde, quand tu vois le mouvement des astres, tu vois bien que pour expliquer le mouvement en arrière de la planète Mars, c'est explicable simplement par le fait que sur l'orbite autour du Soleil, les objets les plus rapprochés de l'étoile centrale vont plus vite. C'est pour ça que Mercure va plus vite, que Vénus va plus vite que la Terre, et que la Terre va plus vite que Mars. Et quand tu vas plus vite qu'une planète, tu la doubles forcément. Et quand tu doubles une planète, un peu comme quand tu doubles une voiture sur l'autoroute, tu as l'impression qu'elle fait marche arrière. C'est ça le mouvement rétrograde. Donc, pour expliquer le mouvement rétrograde, il faut mettre la Terre comme une planète ordinaire autour du Soleil. Ça explique tous les mouvements sans complication. Galiléo dit ça à l'Église. L'Église lui dit, laisse ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre parce que la Terre est le centre du monde, c'est Dieu qui a dit. Voilà la même chose, la même mécanique. Tu leur expliques quelque chose d'incontestable, ils te disent que non, 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 c'est comme non, on t'a dit la hora. Il y a rien, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre à savoir, il y a rien d'autre à faire. C'est comme non, on a dit là. C'est les Bamileke qui volent les richesses du pays. Incroyable. Donc, non seulement ils ne voulaient pas le vivre ensemble, ils ne voulaient pas le multipartisme. Nous sommes le 3 avril 1990. Maître Yondo Black, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Cameroun pendant la campagne. Je vous recommande d'ailleurs mon livre si vous y êtes intéressé. Vous pouvez l'acheter, mon livre Tu dois t'impliquer sur Amazon. Vous allez un peu voir les détails un peu de mon approche politique au Cameroun. Voilà. Donc, Maître Yondo Black que je rencontre au Cameroun a eu énormément de soucis avec le régime Paul Biya en avril 90. C'est-à-dire, oui, il y a même ce que tu dis là, Abakar à Hamad. Je connais l'interview là, ancien préfet de l'Amvi là, en 92. Il dit aussi qu'il arrive là-bas, on lui dit, on ne gouverne pas. C'est le gouverneur de la région du Sud qui lui dit, on ne gouverne pas les boules, comment on gouverne les autres. C'est ce qu'il lui dit à monsieur Abakar à Hamad. Non, 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 c'est pas. C'est dit, il a fait face à un mépris pas possible. Lui qui est pourtant préfet de l'Amvi là. Je connais cette interview, c'est sidérant, avec Jean-Bruno Tagne. Il le raconte, et le pire, c'est que ce qu'il raconte est absolument d'actualité, absolument. C'est-à-dire absolument. Donc, bref. Et je continue donc en vous disant que Monsieur Maître Yondo Black, dont se retrouve enfermé, pour motif, il a voulu, enfin, le motif de son arrestation, c'est qu'il a voulu créer un parti politique. On est en 90, hein. Ça, c'est avant le discours de la Baule. Pour ceux qui disent que c'est Paul Biya qui a mené le multipart, quand vous interrogez Famon Dongo avec son visage,
Il va vous expliquer comment c'est Paul Biya qui a amené le multipartisme au Cameroun, comment voilà le père de l'un des... Est-ce que Soyez-je vous pouviez parler? Est-ce que Paul Biya avait prévu que les gens puissent parler d'abord? Quand vous dites que Soyez-je c'était la dictature et chez Paul Biya on peut même parler, si ce n'était que Paul Biya, jamais il n'aurait eu de multipartisme. La preuve, on est le 3 avril 90 pour ceux qui veulent nier. Le 3 avril 90, on met Yondo Black en prison, on lui donne 3 ans. Pourquoi? Il a voulu, lui et ses 9 co-accusés, il a voulu créer un parti politique. Voilà le crime de maître Yondo Black. Exactement comme Bibo Nissa qui est en prison actuellement parce qu'il a voulu marcher. Ouais, so Aïdjo, c'était pire. Pire où? C'était pareil. Aïdjo tuait des gens, Paul Biya tue des gens. Aïdjo mettait des gens en prison, Paul Biya met des gens en prison. Aïdjo n'autorisait pas les marches, Paul Biya n'autorise pas les marches. C'est simplement parce qu'on est dans l'ère moderne et donc pour se donner des couvertures de démocratie, Paul Biya essaye de laisser les gens bavarder, mais pas s'exprimer. Voilà les élections qui arrivent. Est-ce qu'il garantit un jeu équitable? Non. Eric Essosé viole la loi sous nos yeux. Il se passe rien. Il n'est pas limogé. Atang Clément viole la loi sous nous. Il n'est pas limogé. Qu'est-ce qui était différent sous Aïdjo? La seule chose qui était différente sous Aïdjo, c'est que sous Aïdjo, tu avais un semblant de résultat économique. Le PIB par habitant du Cameroun est de 200 dollars en 1980 contre 195 dollars pour la Chine, dont il est supérieur au Cameroun. Aujourd'hui, le PIB par habitant en Chine est de 12-15 000 dollars par habitant. Rien à voir. Au Cameroun, c'est 1500 dollars. 1500 contre celui qui ont 13 000, 15 000 dollars. C'est un autre monde. Un autre monde. C'est un autre monde. Donc, et en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est encore plus élevé. Parce que, voilà, la monnaie chinoise est même inférieure à l'euro et au dollar. Donc, rien à voir. Nous sommes déjà remontés à 600 personnes. Bon, les gens semblent être revenus. Il y en a qui se réveillent, vous dormez vraiment pas, hein. On va continuer, c'est jusqu'à 6 heures du matin, jusqu'à clore le sujet. En tout cas, je sais qu'il y en a qui sont avec moi depuis 20h30 et qui n'ont pas l'intention de lâcher du tout, qui ne veulent rien rater de cette... C'est très bien. Au moins, nous occupons l'espace de ceux qui avaient prévu d'organiser un live célibataire. Je suis content que sur une conférence comme celle-ci, on ait ce nombre de participants-là. J'ai quand même l'avantage de ne pas souffrir de manque d'audience et c'est une bonne chose. On va capitaliser dessus. Je vous avais promis en 2024 que j'allais multiplier les conférences en 2025. Bon, il a fallu d'abord s'occuper des premiers mois de mon fiston. C'est pas facile quand un bébé est tout petit, tout fragile. C'est compliqué. À mesure qu'il grandit, on est de plus en plus libre. Et c'est plus facile. Et il dort de plus en plus la nuit. Ça facilite les choses. Même si vous voulez changer le pays, occupez-vous de vos familles aussi, c'est important. Donc, comment dire, non seulement on a mis Yondo Black en prison, Paul Biya qui veut l'indépendance, hein, enfin qui veut qui aime le 26 mai 90, donc quelques temps plus tard, alors que le SY veut créer le parti, le jour de l'inauguration, enfin le jour de la mise en service, mars 85 à Bamenda. Personne n'est venu lui dire c'est pas bien, ne crée pas. Et dans tout ça, c'est le parti d'Amado Aïdjo. Il a volé le parti d'Aïdjo. Même le parti politique, il n'a pas. Il a volé le parti d'Aïdjo. L'UNC est devenu le RDPC. Il a chassé Aïdjo. On était le 22 août 83. Il a chassé Aïdjo de l'UNC. Et après, il a chassé Aïdjo même du Cameroun. Il a dit ne reviens pas. Comme tu es parti là, ne reviens pas. Tu es condamné à mort. Il a accusé de terrorisme, hostilité contre la patrie, tentative de rébellion, tout ce que vous voulez. Il a arrêté les Salatou Adamo, les Ibrahim Ousmane, il les a molestés. Il a molesté les Samuel Ebois. Il a molesté tous les intendants de Aïdjo. Il a tabassé les gens à Douala lors de ce qu'il appelait la fessée nationale souveraine. Bref, Paul Biya, mais laissez tomber. On nous dit que non, soit Aïdjo, c'était différent. Qu'est-ce qui était différent? La seule chose qui était différente, soit Aïdjo, c'est que on avait un Boeing 747 qui faisait la ligne Douala-Yaoundé-Rome-Paris. Et aujourd'hui, on a des boîtes d'allumettes volantes comment dire, servent à transporter les marmites de coq, les pots d'arachide entre Marois et Bafoussam. C'est tout. C'est-à-dire, ou pour Noël, qui est moins qui va aller à Kigali, encore, je sais pas si elle prend Camer, quoi. Donc voilà. Voilà la différence avec Aïdjo. Il y avait un vrai projet économique malgré tout. Il avait calqué sa mécanique, même s'il était soumis à la France, il avait calqué sa mécanique sur les plans de 5 ans institués en Union soviétique par Joseph Staline, les fameux plans quinquennaux sur des programmes des intervalles de 5 ans. Il y a des principaux arcanes de développement que nous allons amorcer
Et au fur et à mesure, voilà, on va atteindre l'émergence. C'était plus ou moins ça sous Aïdjo. Qu'est-ce que Paul Biya a apporté au Cameroun? Eh ben, rien du tout. Le SDF a été créé dans le sang. Lui, là, le 26 mai 90, il a empêché le congrès du SDF de se tenir et il n'a pas hésité à envoyer sa police canarder les populations, les collègues de Nijon Fondi qui voulaient créer leur formation politique. C'est-à-dire, on a tué environ 10 personnes ce jour-là. Oui, 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 Paul Biya, le chantre de la démocratie, a arrêté des gens parce qu'il voulait créer un parti politique et a exécuté des gens qui voulaient créer un parti politique. Il était, si ça c'est être démocrate, franchement, faut me réveiller. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est-à-dire, à un moment donné, on doit redéfinir un peu ce qu'est la démocratie. Quelque chose a dû m'échapper. C'est-à-dire, mais vraiment, c'est vraiment, c'est. Donc, nous nous retrouvons donc avec des protestations toujours à la suite dans l'entre-deux en avril 91 sous la direction de ce qu'on appelait le Parlement, un groupe d'étudiants qui se réclamait d'une idéologie proche de celle du Social Democratic Front a lancé une sorte de contestation qui s'est étendue à peu près partout. Les étudiants réclamaient la tenue de ce qu'ils appelaient la conférence nationale souveraine. On a envoyé évidemment l'armée dans les campus faire ce qu'elle a fait en 2016 dans comment dire, les chambres d'étudiants, terroriser, violenter les étudiants, violer les étudiantes et tout. C'est pas une blague, c'est-à-dire les agressions sexuelles sur les étudiantes par certaines brebis galeuses de l'armée et de la soldatesque de Paul Biya en 1992 sont les mêmes agressions sexuelles dont les étudiantes se sont plaintes à Yaoundé et à Boya en 2016. Donc, vos parents ont violé les mamans des gens et vous maintenant violez les filles de ces mamans-là. C'est terrible quand même. Hein. En fait, quand un Camerounais dit qu'il soutient Biya, je sais pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Sauf le tribalisme. Vous ne pouvez pas de manière lucide soutenir Paul Biya. C'est impossible. À part par tribalisme, vous ne pouvez pas. Non seulement il est violent, mais il n'a pas de programme politique. Il est muet, il est absent, c'est-à-dire, il est incompétent, il est vieux, il est inapte. Il n'y a rien. Comment vous pouvez soutenir Paul Biya? Comment vous pouvez vous dire, vous levez, je vais voter pour Paul Biya? Ce n'est pas sérieux. Et qu'il n'y a rien de sérieux dedans. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils sont allés faire là-bas contre les étudiants. C'est-à-dire, le tribalisme d'État, en fait, c'est-à-dire, chaque fois, et là, c'était contre les anglo-bamis, et c'est ça, le tribalisme d'État. Quand tu menaces le pouvoir de celui qui est actuellement là, oui, oui, c'est bien la glande pinéale, comme tu le dis, au moins, je ne fais pas de la diffamation. Beaucoup d'étudiantes en gardent encore le traumatisme aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, vous ne savez même pas le mal que vous faites aux gens. Maurice Kamto, lui, il n'a violé personne. Quand il y a des mamans là, quand elles vous entendent dire que vous allez voter pour Paul Biya et expliquer comment le MRC est violent, machin, ces femmes-là se souviennent de ce que Paul Biya leur a fait dans les années 90. Ils se souviennent des viols que l'armée de Biya a commises, que la soldatesse de Biya... Quel est le rapport entre la répression d'une contestation et les agressions sexuelles? Ça n'a rien à... Donc, en fait, tout pour vous est une occasion, soit pour voler les parts légers, soit pour piller les magasins, soit pour... ou alors aller violer des étudiants. Mais draguer, non, les gars. C'est comment que parce que tu as l'arme, parce que tu as l'uniforme, tu t'en prends à une étudiante qui va être traumatisée toute sa vie alors qu'elle est en train de construire sa vie. Elle a besoin d'avoir la tête lucide pour faire ses examens, pour avancer dans son avenir. Tu cherches même pas à savoir ce que tu vas laisser derrière. Ça te détruit. C'est-à-dire, il y a des gens, coupe-moi un bras, mais ne me viole pas. Il y a des femmes que ça poursuit, mais toute la vie. C'est-à-dire, enfin, pas qu'il y a des femmes, toutes les femmes, ça les poursuit toute la vie. Il y a aucune femme qui a été violée, qui se réveille, qui dit, bon, ça va, sans plus. Non, c'est traumatisant. Et là, c'est commis par ceux qui sont censés les protéger. Donc, c'est terrible. Et là, c'était les anglo-bamis dont on faisait d'une pierre deux coups. Et c'est ça le tribalisme d'État. Il n'a pas d'orientation. Le tribalisme d'État, vous savez, comme j'aime l'astronomie, et je vous en parlais tout à l'heure, quand vous regardez les comètes, la queue de la comète, enfin la chevelure, comme on l'appelle, c'est-à-dire la traînée de poussière et de glace qu'elle laisse derrière elle, est toujours orientée dans la direction opposée à celle du Soleil, parce que c'est les vents solaires qui pulvérisent cela de la surface de la comète. Donc c'est orienté vers l'arrière par rapport au Soleil.
C'est un peu le tribalisme d'État, pareil. Il est orienté à chaque fois dans la direction du parti qui, justement, menace le pouvoir en place. Si demain, si Cabral Libye avait une réelle chance, je vous l'ai toujours dit depuis des mois, les militants du PCN ont besoin de nos plateformes pour s'exprimer, sinon personne ne s'intéresse à eux. Le SIF, par exemple, lui, comme les militants du SIF ne viennent pas dans nos plateformes, on a même oublié qu'ils existent. Joshua Oshé était chez Valérie Ndongo. C'est un non-événement. On s'en est rendu compte 3 jours plus tard. Si les militants du PCRN avaient une réelle chance de renverser Paul Biya, le tribalisme d'État serait orienté actuellement sur les bassins, parce que le modus operandi de Paul Biya est très simple. Qui me challenge là? Quel est son ennemi? Ah, ok, il est mondan. D'accord. On va donc expliquer que les mondans sont le pire fléau de l'humanité aujourd'hui. Et voilà, et c'est comme ça qu'il va continuer, et c'est comme ça qu'il va fonctionner. Donc, en avril toujours, notre cher Camille Mbouamassok va lancer dans les villes mortes à Douala un mouvement qui va être très relayé, qui va et connaître un grand écho, mais vraiment. Et comment dire, on va se retrouver avec dans les événements de mai 91, les événements du 6 mai, où quand on va envoyer la police dans le campus à l'université de Yaoundé, et qui vont massacrer quelques étudiants là-bas, on va demander le bilan. Monsieur Conchokomini Augustin va nous expliquer que il y a eu 0 mort, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, c'est ce que moi j'ai toujours appelé en fait, parce que c'est dans la continuité des mensonges qu'on nous raconte aujourd'hui. J'appelle ça des mensonges séculaires, des mensonges qui traversent les âges, des mensonges qui, comment dire, le temps a beau passer, la méthode ne change pas. Il y a eu 0 mort. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas, hein? Pourtant, évidemment, c'est eux-mêmes qui ont envoyé, qui ont orchestré le régime RDPC, qui a mis en place un dispositif militaire pour aller massacrer des étudiantes là-bas, des étudiants et des étudiantes là-bas. Donc, c'est ça. En fait, les communiqués et tout ça, là, les communiqués que vous voyez d'Emmanuel Sadi, sur Ngarbo, par exemple, les massacres du 14 février 2020, Ngarbo, c'était la même chose. On avait envoyé, c'est-à-dire, ils ont envoyé une expédition mortelle là-bas. J'ai parlé de ça au propriétaire de la Faniente, celui qui est devenu milliardaire là, avec des vidéos de 180 secondes. Monsieur Nyangonoze Charles Eric, Monsieur Babangida, Monsieur Gilbert Aranga, Monsieur, en fait, toute la clique qui sont allés exécuter, molester, martyriser, brûler, assassiner des étudiants, enfin des enfants, des fillettes en Garbo, sont revenus vous expliquer que non, il n'y a rien eu. Donc, ils avaient commis tous ces crimes. On était en train de dire qu'il n'y a pas de crime et eux, ils se taisaient, gens, ils n'ont commis aucun crime. Comment tu peux tuer des enfants? On dit qu'il y a eu crime, toi tu te tais, genre tu veux que ça passe, tu veux que l'affaire soit étouffée. Incroyable. Au point où c'est l'ONG Amnesty International qu'on est en train d'incriminer Ilaria Aliegrosi qui avait fait le témoignage dessus. Mais quand il fallait faire venir des bandits, des fémans, des, comment dire, des malades d'Alzheimer, des déprimés mentaux qui s'étaient enfuis d'un hôpital psychiatrique quelque part en France pour les vendre comme les militants comme les observateurs de Transparency International. Là, les ONG n'étaient plus une mauvaise chose. Soudain, quand il fallait dénoncer les massacres de Ngarbo, c'est redevenu un instrument des Blancs pour déstabiliser le Cameroun. C'était quand un régime perd la tête, ça donne ce genre de choses. C'est mais totalement. Ça donne ce genre de choses. Et à la suite donc des mouvements de répression, il y a eu 0 mort avec les communiqués mensongers comme les communiqués d'Emmanuel Sadi et tout ce qui a suivi. C'est ça la mythomanie en fait, la mythomanie politique. C'est-à-dire le talent qu'on a à s'identifier uniquement dans le mensonge. Donc c'est terrible. Plus tard alors, pendant que les choses sont en train de se casser, de se gâter, voilà, le même Biya qui a dit, sur la radio Monte Carlo, qui a dit que je veux qu'on retienne de moi l'homme qui a apporté la démocratie, en fait. Si vous cherchez des blagues, la plus grosse blague, c'est celle-là. C'est-à-dire, j'ai tellement ri de ça, là, que mes poumons ne peuvent même plus. Ils sont épuisés. C'est-à-dire, ils ont vieilli avant le temps. L'homme de la démocratie, donc, le monsieur qui nous dit que lui, il veut qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie, devant la pression de tout ce qui se passe là, les années de braise, les villes mortes, tout le tralala, le 27 juin 92, il finit par dire « La conférence nationale est sans objet ». Voilà quelqu'un qui est démocrate,
Mais la conférence nationale est sans objet. Tu es démocrate, on te demande de faire des pourparlers entre concitoyens. Toi, tu dis, La conférence nationale est sans objet. je ne comprends pas le type de démocratie là où toi tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas. Et que, mais, monsieur le président, fait une conférence nationale, comment c'est possible? Je veux bien, mais la conférence nationale est sans objet. Je répète, la conférence est sans objet. Quittez-moi là. Donc, monsieur Biyamin Van der Poel Barthélemy refuse donc la conférence nationale souveraine qui est demandée de la même manière qu'il a refusé le dialogue anglophone. C'est-à-dire, lui, chaque fois qu'il y a une manière, chaque fois qu'il y a une opportunité de dialoguer, une opportunité d'aller à la rencontre des concitoyens, ça ne l'intéresse pas. Quand on est arrivé donc quelque temps plus tard aux années, enfin quelque temps plus tôt aux années de Braise, ce qu'il avait donc dit sur le dialogue national quand il dit Nous devons dialoguer. Mais la question est, nous allons dialoguer avec qui? c'est ce qu'on appelle la folie. Tu as des anglophones, tu as les radicaux, tu as leurs revendications. Toi, tu demandes, tu vas dialoguer avec qui? Avec les pingouins et les mille pattes et les manchots. Il y a les interlocuteurs directement devant lui. C'est lui-même qui les a mis en prison. Il demande de voir dialoguer avec qui? Tu as dialogué avec Chantal Biya. Incroyable. Donc, on est en train de lui dire, Paul Biya, s'il te plaît, tu ne peux pas dire que la conférence nationale est sans objet. Le mouvement est en train d'embraser les régions. Et actuellement, là, il y a 7 régions sur 10 qui sont embrasées. Ce qui s'est passé ailleurs peut se répertorier, peut se répercuter sur le Cameroun. Il répond carrément de manière froide. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Toutes les grosses phrases là viennent de lui. C'est-à-dire, lui, il estime que non, et c'est ce que beaucoup de ses ouailles estiment encore aujourd'hui, c'est-à-dire, ce qui s'est passé ailleurs ne va pas se passer dans son pays. Le Cameroun, pour lui, c'est particulier. Ce qui s'est passé au Cameroun ne peut pas se passer, ce qui s'est passé au Cameroun ne peut pas se passer ailleurs dans les mêmes, enfin, ce qui s'est passé ailleurs ne peut pas avoir lieu au Cameroun avec la même intensité. Et on lui dit, mais, monsieur le président, il faut arrêter, parce que ça peut, bon, supposons même que ça n'embrasse pas tous les pays, mais quand même, c'est de régions sur 10, vous n'allez quand même pas supporter cela, easy. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et forcément, bah, comme aujourd'hui, hein, tant qu'à Yaoundé respire, le Cameroun vit, faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas, et tout dit. C'est pour ça que vous pouvez faire certaines choses. C'est pour ça que même moi, quand j'étais au Cameroun pendant la campagne, je me déployais plus facilement à Douala. Pendant la campagne, même à Yaoundé, ce n'était pas facile. Et tu dis, mais président, c'est le pays. Le pays, c'est les 4 coins du territoire, enfin, les 4 coins du territoire national. Lui, il vous parle de Yaoundé, Yaoundé. C'est-à-dire un État jacobin, un dirigeant jacobin. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Lui-même, il a du mal à respirer, mais Yaoundé respire. Ok. Voilà en tout cas le dirigeant, donc il voulait le multipartisme au Cameroun. Voilà celui-là que vous adoubez comme du n'importe quoi. Donc, c'est une manière de dire en fait que bon, c'est pas parce que ailleurs on veut le multipartisme que ça va changer le Cameroun. Maintenant, il y a eu le sommet donc de la Baule du 29 juin, et c'est ça qui l'oblige à mettre sur pied le fameux multipartisme. Et vous voyez bien que 2 jours plus tôt encore, il disait non. Le 27 juin, donc 2 jours avant le sommet de la Baule, lui, il était encore opposé au multipartisme. Mais Famandongo, Georges Tegem et tous les sorciers du RDPC vont vous dire, vont vous parler de la République exemplaire en construction. 600 personnes à 3 heures du matin, Wilfred avec son Tobassi. Ah là là, je ne sais. Et c'est vrai que vous êtes nombreux, hein. Waouh, 600 personnes. En tout cas, merci d'être là. On va faire cette pédagogie, c'est important. C'est pas quelqu'un qui va construire notre pays, c'est nous-mêmes. On doit parler de ça, on doit parler. Si je fais ces longues conférences, c'est pour que chacun de nous prenne les informations qu'on a prises ici et les repartage ailleurs, qu'on fasse des conférences, qu'on fasse 1000 milliards de conférences, même si c'est en même temps, il n'y a pas de problème. Qu'on relaie ça autour de nous et que la il y a encore 600 personnes, ils s'arrêtent quand et bon, vous m'entendez maintenant, non? Quelqu'un me dit qu'on ne m'entend plus. Rassurez-moi que vous m'entendez. Les petits biaïstes qui
Oui, je disais que pendant que vous êtes content, au moment où on était justement en train de se réjouir que à 3 heures du matin, il y a 600 personnes toujours connectées, ben, les billettistes, eux, ça ne leur plaît pas. Ils sont allés dormir, ils nous ont laissé en live, on était 600. Ils se réveillent 4 heures plus tard, on est toujours 600. Le nombre n'a même pas descendu, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire depuis? Et, les gens sont toujours là. Donc, franchement... Merci en tout cas pendant moi les 4 dernières heures tout s'est hyper bien passé. Merci en tout cas, vous êtes formidables pour la sécurisation et les partages. Ils vont apprendre de gré ou de force. Nous avons, vous voyez, quand je disais, c'est pour ça que parfois je ne prends pas des invitations. On a énormément à dire sur cette chaîne ici. Donc de temps en temps, on fait des conférences à part, questions-réponses, et quand c'est des conférences comme ça, on préfère aller, parce que si je fais monter des gens, bon, on va pas finir, on va faire 24 heures de live non-stop, et ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais donc que, Baron, tapotons les gars. En tout cas, autant que vous pouvez, hein. Dans quelques mois, on sera 1000 sur cette chaîne. 1000 seulement. Dans quelques mois, si on est déjà à 600, on sera 1000 la semaine prochaine, cousin. Donc, faut que je retrouve le fil de mes idées. Oui, je disais, le sommet de la Baule va donc se tenir le 29 juin. Et le sommet de la Baule, c'est ce qui va obliger Paul Biya, François Mitterrand, va obliger Paul Biya à instaurer le multipartisme. De toute façon, on reviendra plus en détail sur ces éléments. Si tu essaies de faire monter les gens, toi-même tu connais ce qui t'attend. En général, quand je fais monter les gens, la qualité descend et les gens se déconnectent. Donc, enfin, bref. En tout cas, merci. C'est très agréable cette chaleur-là que vous renvoyez. C'est-à-dire, ça prouve que je peux parler seul pendant des heures sans dire des bêtises. Donc,